Éco-responsabilité, développement durable, zéro déchet, autant de nouvelles tendances qui modifient en profondeur notre manière de consommer. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et limiter les emballages, de plus en plus de consommateurs se tournent vers le vrac. Un marché en développement en France qui touche tous les secteurs d'activité, dont l'alimentaire. Je suis aujourd'hui avec Célia Renson, directrice générale de l'association Réseau Vrac, et Mathieu Thuot, expert emballage au sein du groupe Nestlé, qui s'est engagé à développer des modes d'emballage plus durables. Ils vont nous parler de cette pratique de consommation et ils vont nous expliquer son mode d'emploi. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'association Réseau Vrac. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste l'association ? Alors l'association est une association de loi 1901 qui fédère l'ensemble des professionnels de la filière, de l'amont à l'aval, du producteur au distributeur. Et le but, c'est de généraliser la vente en vrac. Donc pour ce faire, on structure, on développe et on encourage ce marché. Vous intervenez auprès des producteurs et des distributeurs ? On intervient à différents niveaux. Au niveau de la mission première de l'association qui est de structurer ce marché-là, on mène un certain nombre d'actions de lobbying pour pouvoir faire évoluer le cadre législatif. On mène aussi un certain nombre de formations pour pouvoir former les professionnels du secteur, faire en sorte qu'on ait des pratiques sécurisées et harmonisées. Un certain nombre de groupes de travail aussi, pour pouvoir lever un certain nombre de freins techniques, de freins métiers. Et puis, au niveau du développement du marché, donc on met en relation ces acteurs. On leur fournit un certain nombre d'outils et de services, comme on a élaboré des guides juridiques adaptés aux magasins, adaptés aux fabricants, guides des bonnes pratiques d'hygiène également. On a créé un salon professionnel entièrement dédié à la filière du vrac. Et puis, sur la partie encouragée, eh bien, on s'adresse à toutes les parties prenantes, que ce soit des citoyens, des collectivités, des pouvoirs publics, des entreprises et également des journalistes pour leur expliquer ce qu'est le vrac, pourquoi s'y mettre, comment s'y mettre. Et on a, dans ce but-là, on a écrit un livre. Quand on pense au vrac, on imagine nos arrière-grands-parents remplir des bocaux de sucre ou de riz dans une épicerie de quartier. Pourquoi la vente en vrac revient aujourd'hui en force alors qu'elle avait longtemps et même complètement disparu des supermarchés ? C'est vrai que nos grands-parents faisaient peut-être les choses bien et peut-être qu'on doit garder un petit peu cette essence-là, mais venir la moderniser. On a aujourd'hui une filière du vrac qui innove beaucoup pour pouvoir justement coller cette pratique-là à nos modes de consommation actuels et venir les intégrer et rendre le vrac plus simple. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le vrac en service assisté était la norme. On allait chez son petit commerçant et on demandait à se faire servir 30 grammes de ci, 30 grammes de ça, et c'était le commerçant qui nous servait. Et à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on a commencé à industrialiser les productions alimentaires notamment. Du coup, on produisait des volumes plus grands. Et donc, on voulait pouvoir les vendre dans d'autres territoires qu'au niveau local, faire voyager les marchandises. Et donc, pour faire voyager les marchandises, on a commencé à les emballer. Un exemple notoire, c'est l'entreprise Lu, qui, pour faire voyager ses petits biscuits, les a mis dans des boîtes en métal. Et donc, on a commencé en fait à pré-emballer les denrées alimentaires pour les faire voyager sur le territoire. Après, on a commencé à avoir les premiers grands magasins. Et puis surtout, le pré-emballé en libre service, c'est la deuxième moitié du XXe siècle avec l'avènement des supermarchés en libre service. Et tout ça, ça a concordé aussi avec la voiture, puisqu'on avait une voiture pour se déplacer et pour pouvoir aller au supermarché se servir. C'est comme ça en fait qu'on a glissé d'un mode de distribution qui était la norme vers un nouveau mode de distribution qui est devenu le préemballé en libre service. Et aujourd'hui, le vrac en libre service, donc c'est un peu ça aussi la nouveauté, revient sur le devant de la scène parce qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses, de problématiques et d'enjeux que sont notamment le gaspillage alimentaire et les déchets d'emballage jetable. Puisque le vrac, si on peut donner peut-être maintenant la définition, bien sûr, c'est la vente de produits présentés sans emballage, donc sous-entendu sans emballage primaire, ce qui va faire l'unité de vente, en quantité choisie. Donc le fait que les produits ne soient pas présentés à la vente fait qu'on peut choisir librement sa quantité dans un emballage réemployable ou réutilisable. Donc venir avec son sac en tissu, son bocal en verre ou son tupperware en plastique pour faire ses courses en vrac et choisir 20, 36 grammes, 2 grammes de produits, c'est possible. Et c'est en faisant cela qu'on peut du coup éviter la surconsommation. Il ne faut pas oublier qu'on jette tous les ans par an 7 kilos
de nourriture encore intacte, totalement neuve, qu'on a jetée à la poubelle. Donc c'est aussi de l'argent mobilisé. 7 kilos par personne ? Par personne et par an. Donc ça, c'est de la nourriture encore neuve, encore emballée. Et qu'on jette 49 kilos de déchets d'emballage ménager par an dans sa poubelle, chaque personne. C'est colossal. C'est colossal. Et donc le vrac va nous permettre d'avoir la main là-dessus et de pouvoir limiter ses impacts. En termes d'utilisation du vrac aujourd'hui, vous avez des chiffres ? Alors aujourd'hui, on a 37% des Français qui consomment en vrac. Parmi ces 37%, on en a plus de la moitié, 46%, ce qui représente 5,4 millions de foyers français qui consomment en vrac au moins une fois par mois, voire plus. Donc ce n'est pas anecdotique, on n'est pas sur un marché de niche. Et du coup, ce n'est pas une consommation de bobos. En fait, on a étudié différents aspects du vrac avec Nielsen et on s'est aperçu que c'était monsieur et madame tout le monde qui consommaient en vrac. L'acheteur de vrac est le reflet de la population française actuellement. Est-ce qu'il y a un produit qui dépasse les autres dans la consommation du vrac ? Est-ce qu'il y a un truc qu'on achète plus ? Les fruits secs et les amandes. Les amandes, c'est le produit le plus consommé. Donc, c'est globalement dans les typologies. Aujourd'hui, on peut trouver des produits d'épicerie, salés, sucrés. On peut trouver du liquide alimentaire, des produits cosmétiques, des produits détergents, des produits au niveau de l'animalerie. On peut trouver tout ça en vrac. Mais l'historique, en vrac, c'est l'épicerie sucrée. C'est l'épicerie. Et notamment les fruits secs, les oléagineux, les légumes secs et les amandes en tête. Bon, on y pensera la prochaine fois qu'on va acheter des amandes en vrac. Bonjour Mathieu Thuot. Bonjour. Vous êtes directeur packaging et développement durable chez Nestlé. Nestlé s'intéresse fortement au vrac. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez déployé le vrac et pour quels produits ? Alors le vrac, effectivement, chez Nestlé est un axe important puisqu'il s'intègre complètement dans la feuille de route et les engagements du groupe, à savoir d'atteindre 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables d'ici à 2025 et de réduire d'un tiers l'utilisation du plastique vierge d'ici à 2025. Donc l'axe vrac, on s'y intéresse fortement. On a déjà dans le groupe un certain nombre de pilotes en cours dans plusieurs pays, notamment un test près de chez nous en Suisse, dans l'ensemble des magasins Nestlé, où on a testé la vente des produits pet food, donc de la marque Purina, et les produits café. D'accord. On n'a pas de test encore en France à date, mais on y travaille fortement pour se mettre en ordre de marche courant de cette année. Comment le développement du vrac s'intègre dans la stratégie de Nestlé pour rendre 100% de ces emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025 donc ? Alors en fait, le vrac s'intègre à la fois dans la partie design et futur sans déchets. Au travers de ces deux piliers, le but est de explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour commercialiser nos produits. Et on a notamment un axe fort qui est les alternatives delivery system, donc tous les systèmes alternatifs. Et c'est vrai que la vente en vrac est un axe important pour nous de développement de la commercialisation de nos produits. Certains soulèvent les difficultés que pose la vente en vrac, la traçabilité, l'hygiène, la conservation. Alors comment faites-vous pour lever ces freins ? Il se trouve qu'effectivement, quand on a interrogé les consommateurs qui ne font pas encore de vrac, pourquoi ils ne consomment pas en vrac, on a la notion de l'hygiène, de perception que voilà, le vrac pourrait être moins hygiénique qui ressort. Donc ça fait partie des enjeux que l'association Réseau Vrac a identifiés dès le début. Et dans les premières actions qu'on a mis en place, c'est de créer des formations aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, pour apprendre à la fois aux fabricants mais également aux magasins comment distribuer en vrac des produits alimentaires et non alimentaires pour respecter les normes. Aujourd'hui, les magasins sont soumis à ce qu'on appelle le paquet hygiène. Donc, on a des obligations de traçabilité, des obligations d'étiquetage qui sont appliquées dans le vrac. Donc, il y a une traçabilité qui est mise en œuvre. Mais nous, on va au-delà. Et par exemple, on peut dire que le magasin, quand il est formé aux formations Réseau Vrac, il apprend aussi à sélectionner son fournisseur. C'est-à-dire que son fournisseur, quand il vend ses produits en vrac, s'il n'a pas mis en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques pour limiter, par exemple, les mythes alimentaires dans ses produits, eh bien, on va recommander au magasin de ne pas traiter avec ce fournisseur tant qu'il n'aura pas mis en œuvre lui aussi
un plan d'action pour gérer les nuisibles et mettre tout en œuvre pour délivrer au magasin des produits dans les meilleures conditions. Et il y a aussi beaucoup d'innovations pour permettre d'avoir des équipements de vente hermétiques qui vont permettre de garantir l'herméticité, le fait que les produits puissent garder leurs propriétés organoleptiques, qu'on puisse éviter d'avoir des contaminations croisées d'un silo à un autre. Si par exemple vous avez des petites rainures dans un silo et que le riz contient des mites alimentaires, ces mites alimentaires pourraient sortir par les rainures du silo et venir contaminer un autre. Donc on a à chaque étape de process de la vente en vrac des obligations, des choses à respecter et à mettre en œuvre, et les magasins doivent se former et c'est pour ça qu'on a en partie créé l'association. On est d'accord que le silo, c'est le distributeur en lui-même. C'est un équipement de vente effectivement qui fonctionne par gravité, comme un peu un tube qui peut être arrondi ou rectangulaire. On a bien souvent une petite manette qui va venir activer et le produit va descendre par gravité à l'opposé d'un bac à pelle dans lequel on va ouvrir un couvercle et avec une petite pelle ou une pince venir prendre les aliments. Dans la formation des gens qui sont sur les points de vente aussi, en fait, nous, consommateurs, on ne voit pas les silos être remplis, re-remplis, re-remplis. Donc j'imagine qu'il y a aussi des problématiques de date ou en tout cas de fermeté du produit entre le re-remplissage de chaque silo. Aujourd'hui, la date n'est pas obligatoire. La législation qui encadre la vente en vrac de produits est très minime par rapport aux produits préemballés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les produits en vrac en libre service tombent actuellement sous la coupe de la législation des produits qui sont vendus en boucherie, charcuterie avec un boucher et un fromager. Donc ça s'appelle du vrac en service assisté. D'accord. Or là, quand vous êtes dans un magasin, vous n'avez pas le boucher qui va vous dire prenez cette tranche de jambon, il faut que vous puissiez la conserver dans les 2-3 jours, etc. Il y a un certain nombre d'informations en fait qui vous sont communiquées oralement quand vous allez chez votre boucher ou chez votre crémier, qui là, dans la vente en vrac, ne vous sont pas forcément transmises oralement quand dans le rayon, vous n'avez pas un vendeur dédié. Et donc c'est ce manque d'informations-là aujourd'hui qui doit exister dans la vente en vrac, qui doit pouvoir être affiché sur les équipements de vente pour pouvoir conseiller davantage le client quand il n'y a pas forcément de personnel en magasin. Et ensuite, en ce qui concerne, comme vous le disiez, la notion de transvasement, il y a 2 manières de faire. Soit le magasin reçoit les produits dans des grands contenants, effectue lui-même l'opération de transvasement. Donc il va ouvrir par exemple son grand sac de pâtes et va venir le transvaser dans le silo, donc là tout en respectant les bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, ou sinon, et c'est le cas notamment des grandes marques nationales qui ont des exigences en matière de traçabilité et de délivrance et de qualité de leurs produits, qui vont pouvoir soit effectuer eux-mêmes cette opération de conditionnement, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir par exemple les équipements de vente dans leur usine et elles vont venir les conditionner directement sur site, comme elles font pour des paquets de 500 grammes d'un kilo, ou ce que l'on aperçoit en ce moment avec des tests qui existent, venir externaliser ce conditionnement et donc déléguer à un tiers l'opération de conditionnement. Donc c'est le tiers, ce n'est pas le magasin, mais c'est le tiers qui va recevoir en grande quantité les produits de l'industriel et venir les conditionner dans des silos ou dans des bacs. Donc c'est ce à quoi on est en train d'assister, qui va permettre sûrement le développement du vrac pour des grandes marques nationales. Alors pour compléter effectivement ce que dit Célia, on pourrait se poser la question de pourquoi les marques nationales n'étaient pas actuellement très représentées dans la vente en vrac. On voit que c'est un marché qui est dynamique, qui évolue et effectivement il faut revenir quand même à l'essentiel, en tout cas pour nous chez Nestlé, c'est la qualité du produit qui reste le point principal. Et pour nous, le fait d'aller sur le vrac nécessite d'avoir une qualité similaire aux produits commercialisés actuellement en emballage unique. D'accord. Donc c'est vraiment ce point qui pour nous est primordial. Et effectivement, on doit réussir à trouver des nouveaux équipements de vente en vrac qui nous permettent de conserver la qualité,
d'avoir une sécurité alimentaire parfaite et aussi faire face à des points d'attention importants comme sur certains produits, le problème à l'oxydation, à la lumière, à la reprise en humidité, qui sont des éléments qu'on doit absolument maîtriser et que en travaillant avec les équipementiers, on essaye de résoudre pour avoir un système de vrac qui réponde, encore une fois, je le répète, à une qualité équivalente aux produits qu'on peut trouver dans le rayon. Ouais. Donc on est d'accord que vous pensez, ou en tout cas vous fabriquez vos propres silos. C'est pas qu'on fabrique nos propres silos, c'est qu'on travaille avec des partenaires qui répondent aux attentes et aux exigences qu'on a besoin. Donc vous suivez la création de ces produits-là de très près. Exactement. Ok. Ça fait partie des enjeux. C'est un enjeu majeur. D'accord. Quels sont vos projets de développement du vrac en France suite à la première phase de test qui a eu lieu en Suisse ? Est-ce que vous développez de nouvelles solutions pour la vente en vrac à l'Institut Nestlé de recherche sur l'emballage ? Effectivement, au niveau de Nestlé, on a fait les premiers tests en Suisse. On a la chance d'avoir dans le groupe une institut de l'emballage qui est basé à Lausanne avec une 50aine d'experts sur le sujet qui travaillent effectivement à l'optimisation et au développement des systèmes de vrac répondant à tous les points qu'on a évoqués juste avant. Donc tous les points liés à la qualité du produit, au suivi de la traçabilité, à la capacité de pouvoir effectivement répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. Donc on a au sein effectivement de cet institut et de centres de recherche de nombreux projets en cours qui nous laissent entrevoir de belles perspectives sur la vente en vrac sur le marché français. Alors, l'achat de produits en vrac, ça nécessite également une bonne organisation pour les consommateurs. Est-ce que vous avez des conseils ou des astuces pour eux à leur donner ? Première chose à faire, c'est surtout si vous ne vous êtes jamais rendu dans un magasin qui vend en vrac, c'est de pousser la porte d'une épicerie vrac ou d'un magasin qui possède un rayon vrac pour voir déjà un petit peu comment ça se passe et de tester sur place un produit. Quoi qu'il arrive, même si vous venez les mains dans les poches la première fois, vous aurez toujours sur place la possibilité d'avoir un contenant pour faire vos courses. Dans les épiceries vrac, bien souvent, vous allez avoir des bocaux qui vous sont donnés gratuitement, qui auront été préalablement lavés par le magasin. C'est d'anciens bocaux que les clients ont rapportés. Sinon, vous prenez un sachet Kraft où vous pouvez acheter un sac en tissu et vous achetez un produit. Pour moi, la première chose à faire, c'est surtout d'y aller les mains dans les poches et de se rendre compte de la diversité des produits qui existent et d'en choisir un et de l'essayer. Et ensuite, la deuxième étape, c'est peut-être de regarder chez vous. Si vous avez des anciens bocaux, plutôt que les jeter, lavez-les, passez-les au lave-vaisselle, gardez-en quelques-uns et réutilisez vos anciens sachets Kraft que vous avez. Bien souvent, ça doit être de l'usage unique. Quand on y fait attention, on peut les réutiliser plusieurs fois. Et avec ces contenants-là, sans forcément investir au départ, prenez-les pour faire vos prochaines courses. Et ensuite, quand vous rentrez à la maison, de pouvoir transvaser ces produits-là dans des contenants qui vont permettre de bien conserver les produits. C'est-à-dire que les sachets Kraft ou les sacs en tissu sont des contenants de transport. D'accord. Et non des contenants de stockage. Donc, arrivé à domicile, vous transvasez dans des bocaux que vous fermez bien hermétiquement. Évitez par exemple les bocaux avec des bouchons en liège qui vont laisser respirer le produit, mais du coup laisser passer l'humidité. Bien conserver les produits à l'abri de la chaleur et de la lumière. On a certaines huiles, par exemple, aussi qui se conservent au frigo. On explique tout ça dans le livre Vrac mode d'emploi. Mais en fait, une fois que vous avez fait ça à la maison, c'est pas très compliqué. J'ai juste une toute petite question. Ouais. Dans les épiceries entièrement vrac, donc on peut acheter de l'huile en vrac. Donc, les épiciers fournissent, si on est venu les mains dans les poches, des bouteilles. Des bouteilles, d'accord. On a deux types. Soit vous en achetez. Il y a toujours des bouteilles propres et prêtes à l'emploi que vous pouvez acheter. Et sinon, peut-être d'anciennes bouteilles que les clients ont rapportées, que le magasin a lavé et vous donne gratuitement. Mathieu, un conseil pour les consommateurs ? Je reprendrai le même conseil que Célia, c'est-à-dire qu'effectivement, des emballages qui, à l'origine, étaient des emballages à usage unique peuvent être réutilisés. On en a plein d'exemples chez Nestlé, les boîtes Nesquik, les glaces jarres sur le Nescafé, les boîtes Ricoré. Tous ces éléments-là peuvent effectivement être réutilisés de nombreuses fois et être
utiliser comme contenant pour aller faire ses courses en vrac. On réfléchit aussi beaucoup effectivement au design des nouveaux contenants pour qu'on ait des contenants qui soient réutilisables et un peu iconiques sur les marques et qui pourraient avoir de multiples usages, c'est-à-dire à la fois, pourquoi pas des fois quand le vrac est pas forcément disponible, y mettre une recharge et pourquoi pas l'utiliser pour aller refaire ses courses et reprendre du vrac. Donc oui, je pense que c'est une sorte de réutilisation assez intéressante des emballages à la base dits uniques. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à la boîte de Nesquik pour faire ses courses, mais c'est pas mal parce qu'en plus c'est léger. Là où le bocal en verre peut être un peu lourd et encombrant, la boîte de Nesquik elle est pratique. C'est vrai qu'elle est pratique et c'est vrai qu'on la réutilise de manière spontanée pour y mettre des billes, des jouets, des clous et demain la réutiliser pour du vrac, c'est très intéressant. Ces emballages qui à l'origine avaient été conçus pour conserver les produits sont vraiment faits de manière à les conserver de l'humidité, de la chaleur, de la lumière et autres. Célia, parmi les idées reçues sur le vrac, on pense souvent qu'il s'achète uniquement dans les magasins bio et spécialisés et en ville. Vrai ou faux ? Faux. Historiquement, le vrac est né dans les magasins bio. Donc effectivement, c'est là où on l'a vu naître et du coup, il reste très présent dans l'image. Et parce que les magasins bio aussi, à 90%, ont un rayon vrac. Mais en fait, aujourd'hui, en tout cas au niveau des ventes, les premiers réseaux de distribution sont les grandes surfaces. Les hyper et les supermarchés comptabilisent à eux seuls 50% en valeur du marché. Et on a 70% des hyper et des supermarchés qui ont un rayon vrac. Donc on a un parc de magasins qui est très bien équipé. En deuxième position, on a les magasins bio. Et en troisième position, on a les magasins spécialisés vrac qui, il y a 5-6 ans, n'existaient pas du tout. Et depuis, fleurissent en France de manière fulgurante. Avant la création de Réseau Vrac en 2015, il y avait une vingtaine d'épiceries vrac en France. On en a plus de 700 aujourd'hui. Ah oui, c'est fulgurant, effectivement. C'est fulgurant. Et d'ailleurs, que ce soit en termes d'épicerie, de magasins bio, d'hypermarchés, d'un point de vue législatif, offre produits, etc., la France est le pays le plus développé en matière de vrac au niveau européen et au niveau mondial. Hyper encourageant. Hyper encourageant. Bon, on peut être chauvin. Voilà. Donc du coup, comme je le disais un petit peu au début, le vrac s'adresse à tout le monde. On en trouve partout. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Parce dans une épicerie vrac, vous allez pouvoir faire quasiment toutes vos courses en vrac. Alors qu'effectivement, dans un supermarché ou même un magasin bio, parfois vous allez avoir un rayon qui n'a que 6 références. Oui. Donc là, on va se limiter principalement aux fruits secs, alors que dans une épicerie vrac, vous allez pouvoir monter parfois jusqu'à 700 000 références de produits en vrac. Et là où on doit aller davantage, c'est pour élargir cette offre vrac et faire en sorte que partout où on se trouve, on puisse avoir accès au vrac sur un maximum de produits pour faire toutes ces courses du quotidien en vrac. C'est ça qu'aujourd'hui, nous, on attend sur les magasins à dominante alimentaire, mais que ça aille aussi dans les magasins de bricolage, les pharmacies, les parfumeries, etc. Mathieu, sur les produits Nestlé, par exemple, vous travaillez sur, je ne sais pas, Célia, vous parliez de pharmacie. Est-ce qu'on peut envisager que du lait infantile soit vendu en vrac ? Il y a un cadre législatif qui est assez strict, qui nous interdit à date de commercialiser les aliments pour bébés. On peut effectivement envisager de commercialiser toutes les autres gammes de produits. On ne se fixe pas de limite. Comme le disait Célia, on peut envisager vendre en vrac toutes les gammes de produits. C'est un axe majeur, comme on l'a déjà dit au début. Il faut savoir que la législation évolue et qu'elle va imposer notamment que 20% de la surface de vente soit dédiée au vrac pour les magasins d'une certaine taille. C'est vraiment des axes importants et nous devons être capables de pouvoir y répondre pour l'ensemble de nos catégories pour lesquelles c'est autorisé à date. Vous avez des exemples ? Des exemples concrets, oui. On a parlé de l'alimentation pour chiens et chats, le café, le chocolat. On a aussi, bien évidemment, les céréales. On regarde aussi pour tous nos produits en poudre, que ce soit Nesquik, pourquoi pas la mousseline. On ne se fixe vraiment aucune limite. On est vraiment dans une
recherche très large de solutions pour l'ensemble de nos gammes. Oui. Il y a aussi toute une réflexion sur la conception même du produit, parce que les produits à date, comme les produits volatiles, ne sont pas forcément adaptés à la vente en vrac comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, on a besoin aussi de réfléchir à la conception même des produits. D'accord, donc vous pourriez changer la formule pour qu'elle soit adaptée à la distribution. C'est une piste, effectivement, regarder et envisager sur certaines gammes de produits, oui, effectivement. Je voulais rajouter que même si Nestlé n'est pas adhérent de Réseau Vrac, je trouvais intéressant des temps d'échange comme celui-ci soient importants, parce qu'ils vont permettre de faire avancer la consommation en vrac et toute la filière. On sait aujourd'hui que 54% des Français attendent que leur marque soit distribuée en vrac, et la transformation complète des modes de consommation va passer par l'engagement de tous les acteurs, à la fois les pionniers comme les épiceries vrac et les magasins bio, mais également les acteurs de la grande distribution et les grands industriels pour pouvoir transformer durablement notre paysage et la réduction des déchets d'emballage jetable et du gaspillage alimentaire. Mais c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup Célia, merci beaucoup Mathieu, et merci pour vos interventions, et merci de nous avoir un peu plus éclairés sur le sujet du vrac qu'on avait vraiment besoin de comprendre un peu mieux. Au revoir. Au revoir. Merci.